RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question. Et pour les questions, c'est moi-même, Hubert Cartel, et pour les réponses, c'est Bertrand Trépeau, notre spécialiste des questions viticoles, chez CDER et aussi un peu partout où ce garçon-là circule. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Alors, dans la précédente émission qui remonte à une quinzaine de jours, Bertrand, on avait posé la question, qu'est-ce qui préoccupe le vigneron champenois quand il se voit dans 5 ans, quand il s'imagine dans 5 ans? Et vous nous avez dit sans hésitation 2 choses. La première, ce qui pourrait être un nouveau phylloxéra qui est la flavescence dorée. Et la deuxième, c'est comment je vais transmettre mon exploitation viticole à mes descendants, si tant est que j'ai des descendants. Et donc aujourd'hui, on voudrait aller un peu plus loin dans cette question qui est quand même une question fondamentale. Quand on sait que la Champagne, c'est quand même une économie très particulière, une économie assez protégée. Au XIXe siècle, il y avait 12 000 hectares de vignes. Le phylloxéra est passé par là. On est arrivé quasiment à zéro avec cette calamité qui a touché la Champagne à la fin du XIXe siècle. Au cours du XXe siècle, la Champagne s'est qu'à un quart reconstituée et n'était pas une économie très florissante. À partir des années 70, ça commence à marcher. Et ça commence à marcher et ça veut dire que nous sommes il y a 50 ans en arrière. 50 ans en arrière, 12 000 hectares de vignes. Aujourd'hui, 31 000 hectares 500. Soit 2 fois et demi plus. C'est une chance incroyable d'avoir pu multiplier l'outil de production par 2,5 en 50 ans. Aujourd'hui, pour une raison assez évidente, c'est qu'il y a 50 ans, il y avait 19 000 vignerons en Champagne et aujourd'hui, il y en a 20 000. Donc, il n'y a pas eu d'exode rural et cette économie locale n'a pas connu de crise sur cette période de 50 ans. Alors même qu'en même temps, on a augmenté les rendements, on a sécurisé l'ensemble de la production et on a vendu beaucoup plus de bouteilles puisque nous vendons aujourd'hui dans cette économie 300 millions de bouteilles chaque année, un peu plus, un peu moins, selon la conjoncture. Donc tout ça fait que nous sommes dans une économie exceptionnelle, il faut le dire, sur un support qui est le foncier viticole. Il y a 50 ans, Bertrand, ça valait, même pas il y a 50 ans, en 91, donc ça fait 30 ans, ça valait 180 000 euros l'hectare, un hectare de vigne, et aujourd'hui, on est plutôt, non pas à 10 fois cette valeur, mais au moins à 7 fois cette valeur, pour avoir un prix moyen sur l'ensemble de la Champagne, et on parle d'un prix moyen qui est de 1 million d'euros l'hectare. C'est ça. Avec des extrêmes qui s'étalent de combien à combien ? Alors, ils ont tendance à se recreuser, ces extrêmes. L'écart type, comme on dit, mathématiquement, n'a pas toujours été le même en Champagne. Aujourd'hui, on va, pour les plus bas, être aux alentours de 800 000 euros à peu près, et on va monter quasiment à 1,8 million, 2 millions pour... Jusqu'à 2 millions, voilà. Dans les grands crus de la Côte des Blancs, ou en tout cas là où il y a du prestige, n'est-ce pas ? Alors, une question toute simple. Pour le vigneron de base, est-ce que l'exploitation viticole avec des prix pareils est encore transmissible ? Alors déjà, c'est une très bonne question. Et avant de répondre dans le concret, je voudrais dire une première chose, c'est bien de se poser la question. Ça veut dire que on a des demandes de transmission. Je le rappelle toujours par rapport au monde agricole, parce que si on était en train de parler d'élevage, Hubert, on se poserait une autre question, c'est qui va bien vouloir reprendre ? En viticulture, on a une chance assez inouïe en viticulture champenoise. C'est qu'on a beaucoup de candidats à la reprise. Il y a beaucoup d'enfants de vignerons qui veulent être vignerons. On assiste même au morcellement des exploitations, c'est-à-dire que là, on avait une entité, on va avoir plusieurs enfants qui reprennent et on va se retrouver avec plusieurs structures.
Ça, c'est le point de départ de la problématique et c'est un bon point de départ. Ça veut dire que le métier attire, ça veut dire que économiquement, il est rentable, socialement, il est bien perçu. Quand vous êtes agriculteur et que tout le monde vous voit comme un pollueur, saccageur d'environnement, c'est plus dur d'avoir envie de faire ce métier. Ou quand vous êtes éleveur et qu'on vous voit comme un tortionnaire d'animal, ce sont des choses qui, bien entendu, ont aussi expliqué certains manques de bras pour la suite. Donc en Champagne, on se pose la question de la transmission parce que le métier attire. C'est aussi intéressant parce qu'on se la pose depuis longtemps. Moi, je suis arrivé chez CDER il y a un peu plus de 20 ans et c'était le thème de mon mémoire de fin d'année d'ingénieur quand je suis arrivé en stage chez CDER. C'est pour vous dire que la question n'est pas nouvelle, que la réponse n'est pas simple et c'est pas mon mémoire qui a changé la réponse. Soyons humbles, mais parce que en fait, oui, c'est possible de transmettre, mais ça n'est pas simple et c'est long. C'est vraiment les deux adjectifs. Alors, il y a quand même un constat, c'est que la rentabilité, au fil de toutes ces années, au cours des 50 dernières années écoulées, la rentabilité a progressé. Oui. Et les exploitations, vous venez de le dire, comme il y a beaucoup de candidats à la reprise, on a vu des enfants de vignerons faire des études, aller sur des activités professionnelles externes, et un jour, quand papa-maman prenait de l'âge, revenir. C'est-à-dire qu'une exploitation qui pouvait faire 3 hectares, par exemple, avec 3 enfants, on ne pouvait avoir 3 candidats à la reprise. Alors comment ils sont arrangés ? Alors à l'époque, c'était aussi possible, vous l'avez rappelé en tout début, c'est que la surface progressait en même temps que ces métiers attiraient. Ensuite, on s'est retrouvé, maintenant on est enfermé dans 31 000 hectares. Donc il n'y a plus la possibilité pour un exploitant de dire, si j'ai une exploitation de 3 hectares, je vais pouvoir installer mes 3 enfants en allant prendre en location des terres nouvelles. Et c'est inaccessible pour en acheter celle du voisin. Exactement. C'est pour ça qu'il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase très ascendante de rentabilité économique, le tout se fait avec un développement de la surface. Et là, on est rentré depuis 15 ans, 20 ans, dans une autre période où la rentabilité est quand même bonne, mais elle s'effrite. Ça, c'est le responsable du marché viticole de CDER qui vous le dit. Et dans une Champagne y compris chez le vendeur au kilo. Y compris chez le vendeur au kilo. Dans une Champagne qui ne progresse plus en surface. Donc là, on peut pas avoir en tant que parent le même message auprès des enfants et dire que tous ceux qui veulent reviennent, ils auront la même exploitation que les parents. Donc en gros, 3 hectares, c'est viable pour les parents. 3 fois 1 hectare, c'est pas viable pour chacun des enfants. Non, c'est pas viable. Et ça donne pas de perspective de développement. En tout cas, pas... Alors que font-ils ? C'est pas viable si on est uniquement sur l'activité viticole. On en reparlera, j'espère, dans une autre émission. C'est qu'aujourd'hui, en plus de l'activité viticole, on peut développer de l'œnotourisme, c'est-à-dire avoir une activité annexe qui vient créer un revenu complémentaire par rapport à l'activité purement de production de raisins ou de bouteilles. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut pouvoir soit transmettre en lien de famille, et dans ce cas-là, on n'achète pas les vignes, on va les recevoir par donation, par transmission, ça a quand même un coût. C'est pour ça que c'est aussi long et que ça coûte un peu d'argent. Non, mais à la fin, il faut toujours l'acheter, la vigne. À la fin. Il peut y avoir des substituts qui sont les locations. Oui. Et on ne peut pas être locataire toute sa vie. Pour garder son outil de travail, à un moment ou un autre, le vigneron devient propriétaire ou il cesse d'être vigneron. Alors on ne peut pas l'acheter toute sa vie, mais c'est quand même une chance du monde rural, c'est d'avoir ces fameux baux à long terme qui permettent d'avoir la garantie d'exploiter un sol pendant une longue durée. La longue durée, c'est plus de 18 ans. On trouve souvent des baux plutôt de type 25 ans. Et il suffit qu'ils se renouvellent une fois ou 2 fois, on peut faire une carrière, quoi. Donc là, on est déjà dans les solutions. Mais avant de parler dans les solutions, il y a un mot que j'aurais voulu vous entendre dire, c'est division des exploitations, morcellement des exploitations, développement de la pluriactivité. Oui, alors le morcellement, je vous en ai parlé. Le développement de la pluriactivité, je ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence. Honnêtement, est-ce que parce que les exploitations sont trop petites, les enfants se mettent à avoir une activité complémentaire ? J'ai l'impression que c'est beaucoup lié au monde agricole quand on parle de céréaliculture ou autre. Dans le monde viticole, c'est d'abord aussi des vignerons, enfin des enfants de vignerons qui ont une activité professionnelle, mais pour mettre du beurre dans les épinards, demandent leur part de vigne. Mais demandent à leur frère qui est exploitant, qui est sur place, de la faire en prestation. Voilà, on va dire qu'ils sont souvent plus éloignés du cycle de production lui-même que ce qu'on va trouver dans la pluriactivité, mot difficile tout de même à prononcer, agricole. C'est-à-dire qu'on a créé de cette partie viticole un complément de revenus, qui est assez spécifique, je trouve, au maillage et aux transmissions viticoles.
Donc le constat, c'est qu'on est sur un outil de travail qu'on appelle le foncier, qui a une valeur exorbitante, Oui. qui ne permet pas à un vigneron de l'acheter et de l'amortir sur la durée d'une carrière. Donc les solutions que peut-être vous préconisez, qui permettent au vigneron d'exercer son métier, quelles sont-elles ? Il y a 3 solutions, 3 outils majoritaires qu'on va utiliser. Donc déjà ce fameux bail à long terme, cette capacité de pouvoir trouver pour une longue durée des vignes en location, ce qui sécurise l'exploitant. C'est aussi ce qui permet de bénéficier de seuils d'exonération tout à fait intéressants dans le cadre d'une transmission. C'est-à-dire que quand on transmet une vigne qui est donnée en bail à long terme, on a un cadeau fiscal. Faut appeler ça un chat un chat. Donc il y a le bail à long terme, il y a la forme sociétaire, le fait d'avoir... Donc le bail à long terme permet de se mettre dans un système moins lourdement taxé. C'est ça. En gros, une vigne qui vaut 1 million, au lieu d'être taxée à 1 million, elle va être taxée à 250 000 euros. Jusqu'à maintenant, il y a un tout nouveau seuil qui vient d'être publié, jusqu'à 20 millions d'euros d'actifs. Donc ça règle 90% des vignerons champenois. Très largement. Donc ça veut dire que les parents ont consenti un bail à long terme à leurs enfants candidats à la reprise. S'il y en a un, bon, les choses se passent pas trop mal. L'enfant unique, c'est quand même une solution facile pour organiser les transmissions. Oui. Mais s'il y en a plusieurs, la question, c'est comment vont-ils se partager en exploitation les vignes en question louées par bail à long terme. Alors, dans ce cas-là, on va faire des lots de vignes, mais il y a toujours cette idée, de protéger le foncier avec l'outil majoritaire qui est le bail à long terme. L'outil de travail, les stocks, les bâtiments, on a cette forme sociétaire qui permet de faire les choses graduellement dans le temps, puisqu'on va transmettre, on a la possibilité dans ce cas-là de transmettre des parts en pourcentage dans le temps, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Et puis, l'outil le plus essentiel, que ce soit parce qu'on a mis une société ou parce qu'on a mis un bail à long terme, c'est là où les donations. Alors les donations, en les faisant pas trop vieux. Pas trop vieux, puisque... Parce qu'on garde l'usufruit, et quand on garde l'usufruit, il y a un abattement. Retenez la fable de La Fontaine. La position du législateur, elle est très simple. Le législateur aime les fourmis et s'en prendra toujours aux cigales. Donc plus vous commencez tôt, plus vous êtes prévoyant, plus vous avez des avantages. Plus vous attendez le dernier moment et vous faites l'autruche et vous jouez à la cigale, plus vous serez lourdement taxé. Donc en d'autres termes, les parents approchant de l'âge de la retraite, on ne sait plus exactement combien c'est, peuvent consentir un bail à long terme à leurs successeurs et après ce bail à long terme, tant que les mesures fiscales existent, faire une donation avec réserve d'usufruit en gardant le revenu avec un abattement qui peut être de 40 ou de 30%. Donc 1 million moins 40% divisé par 4, voilà ce qui reste taxable. Je voudrais juste rajouter quelque chose très rapidement, c'est que ce qui a beaucoup changé aussi, c'est la famille. La famille d'aujourd'hui, c'est pas la famille d'hier. Les jeunes se marient moins. On parle de plus en plus de familles recomposées. Donc, même si les outils dont on vient de parler, Hubert, sont les mêmes depuis longtemps et il peut y avoir des amendements qui changent les choses, on doit aussi s'adapter à une réalité qui est celle de la famille. Celle de la famille. En tout état de cause, retenons la leçon de la fourmi et d'une fourmi prévoyante. Et quand la fourmi est prévoyante, ça passe. Voilà, très bien la conclusion. Merci Bertrand. À très bientôt sur RCF. À bientôt.